Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui l'occasion pour la première fois d'organiser une conférence basée sur l'histoire de l'Afrique. Je remercie pour ça mon frère de combat Adéito Nsumbu qui a eu l'idée de parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous ont jugé d'un sujet tabou, c'est-à-dire un sujet que tout le monde se pose des questions là-dessus sans pouvoir avoir une réponse concrète là-dessus. Alors récemment, j'ai réfléchi avec le frère Adéito Nsumbu de l'Univers Pro de voir comment nous allons nous organiser pour mettre en place sous forme de rencontres pour y penser. Et nous avons décidé d'avoir parmi nous un éminent, un plus grand spécialiste de Razia Négrière. Lui-même, il appelle Razia Négrière parce qu'il ne veut pas qu'on l'appelle d'une autre manière, parce que nous devons toujours avoir notre propre paradigme africain. Si nous continuons à avoir toujours le paradigme européen, nous n'allons pas pouvoir rétablir certaines vérités. Donc pourquoi il ne veut pas qu'on l'appelle la traite négrière? Lui-même, il va nous expliquer le contexte, au fait, la raison pourquoi il l'appelle la traite négrière. Il est membre du groupe du Cercle de Samouraï. Le professeur Bembabon que vous avez ici devant vous, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Il parle de la traite négrière depuis un certain temps, et il a sorti un ouvrage très important que vous avez devant vous, intitulé « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe ». Là-dedans, il essaie de monter le mensonge de toutes les falsifications de l'histoire de Razia Négrière. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de ça. Nous sommes ici ensemble jusqu'à 18h, 19h. Et à la fin de notre entretien, si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur, que vous avez toujours eu dans vous, vous pouvez toujours le poser au professeur. Et il va s'atteler à les répondre d'une manière objective. Alors, sans plus tarder, je donne la parole au professeur Bembabon. Bien. D'abord, je vois que vous êtes les plus courageux de la ville, parce que vous êtes là. Et je vous remercie d'avoir laissé vos activités du samedi pour venir passer cet instant avec nous, cette discussion, cet échange. Alors, moi, je vais vous proposer une intervention d'une trentaine à une quarantaine de minutes, afin que vous puissiez poser des questions, parce que nous ne savons pas très souvent que l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui est tributaire de ce qui s'est passé en Afrique il y a 6 siècles. Pourquoi est-ce que nous sommes tous en Europe? Pourquoi est-ce que nous sommes partis nous partons d'Afrique? Comment se fait-il que nous venions ici pour faire nos études? Personne ne sait ce que l'Afrique était. Personne aujourd'hui ne peut dire ce que l'Afrique était il y a 600 ans. C'est-à-dire que l'Afrique est devenue un continent sans histoire, alors que c'est là-bas que l'homme est né. Et c'est de là-bas qu'est partie la civilisation. On ne sait pas que les mathématiques sont parties d'Afrique, puisque les Africains eux-mêmes croient aujourd'hui que
ils n'ont jamais rien été. Alors, le problème, notre compatriote, votre concitoyen d'Anvers vous a dit tout à l'heure, je parle souvent des razzias négrières. Pourquoi? Tout simplement parce que on vous a habitué à une terminologie, c'est une question de sémantique. On parle la traite des Noirs, le commerce du bois d'ébène. On a vraiment enjolivé, on a mis tout là-dedans pour faire croire que les Européens venaient en Afrique. Sans doute qu'on leur a mis une bouteille à la mer pour leur demander de venir chercher des gens. Il paraît qu'ils venaient avec des couteaux suisses. Pour un couteau suisse, on leur donnait 10 nègres. Ce qui veut dire, vous imaginez dans quel état technologique était l'Afrique. Si quelqu'un doit vendre 10 personnes pour un couteau suisse, c'est que vraiment le pays n'est pas très loin. Or, vous ne pouvez pas imaginer que, comme je le disais déjà tout à l'heure de façon clandestine, avant que les Européens, au moment où les Européens arrivent en Afrique, économiquement, l'Afrique est en avance sur l'Europe. Mais les Européens sont armés. Voilà ce qui va faire la différence. Bon, alors d'abord, vous allez constater que ce qui a attiré mon attention, qui m'a poussé à écrire ce livre, à me mettre à réfléchir sur ce phénomène, c'est que j'ai quitté l'Afrique très jeune. En passant par des chemins très interlopes, je n'ai pas pris l'avion. Vous ne savez pas qui est. Je suis né dans un territoire africain qui s'appelle le Cameroun. Il y a eu une guerre épouvantable au Cameroun qui a duré 16 ans. Il y a eu des massacres, il y a eu plus de morts au Cameroun qu'en Algérie. Seulement si vous le dites aujourd'hui, tout le monde va se demander si vous n'êtes pas en train de perdre la tête. Voilà donc comment l'histoire s'écrit. Donc quand j'ai entendu parler, parce que j'ai grandi en entendant dire que les Africains avaient vendu des gens, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai été à Gorée, très jeune. J'étais à la maison des esclaves au Sénégal, exprès, parce que je devais aller à Conakry. Mais j'ai d'abord fait un saut vers la Guinée. Et je m'étais promis que tôt ou tard, il fallait que je sache ce qui s'était passé pendant cette période. C'est ce qui m'a donc poussé à faire beaucoup des études très très disparates. Ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on fait une discipline universitaire compacte, on ne peut pas comprendre la dimension de l'univers. Vous savez, lorsque vous entrez dans des grottes ici, quand on vous montre un peu les cavernes, quand l'homme a vécu dans les cavernes, l'homme européen, c'est le seul qui a vécu dans les cavernes. Les Africains n'ont jamais vécu dans les cavernes. Vous avez des peintures qu'on appelle les peintures rupestres. Vous avez des chasseurs qui abattent le gibier, ainsi de suite. Il y a des gens qui pourraient croire que les gens s'ennuyaient dans les grottes, donc ils dessinaient. Non, ce n'est pas pour ça. Ça s'appelle des rites magico-religieux. Ça veut dire que ces gens-là, on les appelait les chasseurs de la préhistoire. Ils s'imaginaient que quand ils avaient tué un gibier dans un rite magique, une fois qu'ils étaient partis à la chasse, le gibier était pratiquement tué à 75%. C'est ce que les Européens ont fait avec nous. Ça veut dire qu'ils nous ont totalement aliénés. Ils nous ont aliénés à un point tel que lorsqu'ils affirment quelque chose, nous n'avons même pas la capacité de nous dire qu'il faut qu'on vérifie. Parce que la vérité vient toujours de l'Europe. Et nous sommes de pauvres pays, de pauvres Africains sous-développés, des sauvages plutôt, c'était le terme approprié, qui n'ont plus qu'à répéter ce que le maître blanc a dit. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Et je vous rappelle que notre peuple a connu deux périodes très intenses de son histoire.
Nous sommes partis d'Égypte, de Thèbes, en 665 avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire avant la naissance de Jésus. Il y a eu ce qu'on a appelé le sac de Thèbes. L'Égypte des pharaons, dont on vous parle souvent, en voulant l'attribuer à des Juifs ou à des Arabes, elle était d'abord nègre. Parce que comme le dit Cheikh Anta Diop, si l'Africain n'était pas parti du continent, il n'y aurait pas eu de blanc. Et lorsque nous sommes partis donc à 655 après le sac de Thèbes, par les peuples de la mer, une coalition de peuples de la mer, nous avons commencé, nous sommes rentrés d'où étaient partis nos ancêtres. Parce que l'homme était parti d'Afrique centrale. Et il est monté jusqu'en Égypte pour créer la civilisation égyptienne. Et en cours de chemin, les Africains ont commencé à se fixer. Ce qui fait que tous les empires, dans les grands empires dont vous avez entendu parler, l'empire Songhai, l'empire de Bénin, l'empire d'Oumanamo Tapa, l'empire Congo, c'est des Égyptiens qui rentraient, exactement comme les Juifs, à un moment, ont commencé à aller vers la Palestine. Donc, pourquoi les Occidentaux vont revenir au XVe siècle en Afrique pour venir chercher des esclaves pour aller les faire travailler? Cette affaire commence comme toutes les découvertes scientifiques. De façon banale, il y a un prince portugais qui s'appelle Henri le Navigateur au XVe siècle. Cet homme-là était tellement pétri de religion, parce que quand vous voyez aujourd'hui les Occidentaux s'acharner sur les Arabes avec leur djihad, j'aime à vous dire qu'il y a eu ici en Europe ce qu'on appelle l'Inquisition, qui n'était pas un jeu d'enfant. Ce que vous voyez les Arabes faire aujourd'hui, les Européens l'ont fait ici. Et ils l'ont fait contre d'autres peuples. C'est-à-dire qu'on prenait une femme, par exemple, on faisait une lame, on mettait des lames, et on lui mettait la lame dans le sexe, et on la baissait latéralement. Elle était ouverte comme un porc. On vous prenait, ça s'appelait l'ordalie, ils appelaient ça le jugement de Dieu. On vous attachait à une pierre, on vous jetait à la mer. Si vous pesez 30 kilos, on vous attache à une pierre de 50 kilos. Donc, on dit que si vous êtes innocent, vous allez flotter. Allez imaginer, vous avez 30 kilos, la pierre pèse 50 kilos. Je ne suis pas sûr que vous puissiez flotter. Si vous flottez quand même, on dit que vous avez passé un contrat avec le diable, on vous tue quand même. D'une manière ou d'une autre, vous êtes condamné. Voilà donc l'Europe qui va déferler sur l'Afrique. Il va se passer un phénomène au Cap Bojador. Le Cap Bojador, c'est la Mauritanie actuelle. Il y a Henri le Navigateur qui combat les Sarrasins, les Arabes plutôt. Parce que les deux religions que vous voyez aujourd'hui face à face, les musulmans et les chrétiens, c'est vrai que les chrétiens, bon, ils ont un peu baissé le pavillon, se sont toujours battus pour contrôler le monde. Parce qu'ils prétendent être des religions révélées. C'est Dieu qui les a révélées. C'est-à-dire que les enfants d'Abraham, le monde leur appartient, parce que vous savez que les Arabes, les Juifs et les Européens sont les enfants d'Abraham. Donc, la terre leur appartient. Si vous prenez la Genèse, chapitre 20-24, vous allez voir comment votre ancêtre est sorti de l'histoire, Canaan, où il a été maudit. Voilà, ces gens-là, lorsqu'ils posent un acte, ils vont le justifier par la suite. Et vous allez voir là où vous commencez à être troublé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu qui donne la terre aux Blancs.
C'est leur père, parce qu'ils représentent Dieu comme un vieux blanc avec une longue barbe. Donc, il leur donne la terre, et dans cette terre-là, il va maudire le noir, qui est le fils de Canaan. Et une fois qu'il a maudit le noir, il dit que le noir sera esclave de son frère, le blanc. Donc, il n'a plus aucun scrupule à le mettre en esclavage. Et c'est le prétexte que les Occidentaux utilisent lorsqu'ils arrivent en Afrique. Il y a un pape, Nicolas V, en 1445, qui autorise, qui donne l'ordre, qui intime l'ordre aux Blancs, aux Européens, d'aller mettre les Africains en esclavage. Parce que c'est comme cela que ces choses-là se passaient. Tous ceux qui n'étaient pas dans la ligne tracée par l'Église catholique devaient être mis en esclavage. Et l'Europe a été toujours une terre d'esclavage depuis la Grèce ancienne. Et ces gens de mœurs, ce qu'on appelle l'esclavage, les Africains ne connaissaient pas ce genre de façon de fonctionner. Parce que l'esclave était un bien meuble. Il n'avait aucune personnalité, il n'avait aucun droit. Et pendant des générations, successivement, les enfants qui laissaient étaient eux-mêmes des esclaves. Donc, à partir de là, les Occidentaux décident donc que, quand ils viennent en Afrique, ils viennent parce que les Africains sont des païens. Donc, il faut qu'ils en fassent des chrétiens. Ils disent que les Africains sont cannibales. Donc, il faut qu'ils les civilisent. Ils disent que les rois africains sont des despotes. Il faut donc qu'on sorte des Africains de la domination des dictateurs, de la dictature de leurs rois. Ils disent que les Africains passent leur temps à se faire la guerre. Donc, il faut apprendre à les pacifier. En fait, si nous suivons bien le raisonnement, les Blancs viennent prendre les Africains en Afrique parce que pour les sauver des rois, des dictatures des rois africains, pour aller les mettre en esclavage dans les plantations eux-mêmes. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. C'est comme si aujourd'hui on envoyait des casques bleus sauver un pays. C'est ce qu'ils ont fait aussi au Congo. Lumumba était le chef du gouvernement du Congo. Son pays est menacé, le Congo est menacé par des Blancs qui veulent faire sécession au Katanga pour imiter l'Afrique du Sud, parce qu'ils voulaient se rattacher à l'Afrique du Sud. Parce que le Katanga est une zone minière, il y a énormément de richesses. Les Blancs font sécession et Lumumba demande aux Nations Unies de lui envoyer les casques bleus. C'est ça le droit international. Ça veut dire que c'est Lumumba qui est le chef du pouvoir du gouvernement du Congo. Donc, la communauté internationale, comme ils nous le disent souvent, c'est ce qu'ils nous dit en Côte d'Ivoire, quand ils envoient l'ONUCI tirer sur les populations, ils nous disent que c'est la communauté internationale qui vient mettre la dictature de Rambabo hors d'état de nuire et donner le pouvoir à Ouattara qui a gagné les élections chimériquement. Donc, ces gens-là viennent donc chercher des Africains pour les mettre à l'abri de leur roi. Mais pour en faire quoi? Des esclaves dans les plantations de coton. Donc ça ne va plus. C'est comme ils sont venus au Congo. C'est Lumumba qui est le chef du gouvernement. Au lieu de contenir les Blancs qui veulent faire sécession au pays de Lumumba, ils viennent, ils assassinent Lumumba. Voilà donc comment marche la justice internationale depuis le XVe siècle. Alors, en vérité, nous allons nous apercevoir d'une chose, c'est que les Européens ont mis la main sur l'Amérique en 1491. Donc, ils commencent à décimer les Indiens, les peaux-rouges. Je dis peaux-rouges parce que la sémantique est très importante. Aujourd'hui, tout le monde parle des Indiens. Ces gens ne s'appellent pas des Indiens. C'est-à-dire que Christophe Colomb
recherchaient l'Inde, parce que les Occidentaux allaient faire des commerces et ils allaient chercher des épices en Inde, parce qu'ils n'arrivaient pas à conserver leur alimentation ici. Donc ils allaient chercher le poivre et tout le reste pour assaisonner la viande et tout le reste. Et il s'est donc trompé. Il est passé à côté de l'Inde. Il est tombé sur un continent et il a cru avoir découvert l'Inde. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là des Indiens. Bon. Donc, toujours est-il que nous allons les appeler soit les Caraïbes, soit les Peaux-Rouges. Ils les exterminent entièrement parce que les gens ne peuvent pas tenir. Ils ont découvert des mines d'argent. Ils font donc travailler ces gens-là dans ces mines d'argent et ces gens-là meurent comme des mouches. C'est là donc qu'ils apprennent que quelque part en Afrique, il y a un continent qui s'appelle l'Afrique, il y a là-bas des hommes très robustes qui ne se méfient pas des étrangers et un pays qui a à peu près le même climat que l'Amérique. Donc, on va donc essayer de venir en Afrique. On leur dit, les gens ne sont pas armés, ils sont très joviaux, ils vous reçoivent chez eux. Il y a un certain Cadamosto, un Portugais qui avait été au Cap-Vert, où il vivait, c'est lui qui fait le rapport. Et c'est là maintenant que les Occidentaux vont ouvrir les vannes, ils vont venir vers l'Afrique pour voir ces populations dont ils ont besoin. Et il se trouve qu'à cette époque, c'est le pape qui commande le monde. Le pape avait donc donné le monde à deux nations, les nations latines, à l'Espagne et au Portugal. Les autres Européens n'ont pas le droit d'aller en Afrique parce que le pape ne le permet pas. Et c'est pour cela que les premiers négriers qui vont entrer en Afrique, c'est les Portugais et les Espagnols. Je vais aller vite parce que nous allons discuter plus à fond. Et vous allez donc voir que les autres Européens se rendent compte qu'ils sont en train d'être floués, puisqu'on a découvert des mines d'argent en Amérique. On a découvert qu'il faut de la main-d'œuvre gratuite et que les gens peuvent aller attraper les Africains. Et c'est pour cela que j'ai intitulé mon livre « Quand l'Africain était l'or noir », parce que c'était l'énergie à cette époque-là. On va donc commencer, tout le monde a compris qu'il est très important d'avoir des Africains, d'aller les prendre comme esclaves pour les faire travailler. Alors, on va vider, les Portugais vont faire dans un premier temps, ils vident leur prison des tueurs, qu'on appelle les lançados. Les lançados, au Portugal, on les appelle la semence de l'enfer. Voilà donc des groupes d'hommes, ces groupes d'hommes qu'on va d'abord envoyer en Afrique, à l'intérieur de l'Afrique. Et lorsqu'ils vont arriver, ils vont commencer à assassiner les rois africains. Je vous ai dit tout à l'heure que quand ces gens-là arrivent, ils trouvent des pays très florissants. Il y a des livres dessus, mais qui ont été cachés pendant très longtemps. Mais les Africains ne sont pas armés. Ils ne s'arment pas parce que la culture africaine, ce n'est pas l'Africain de maintenant qui tue, qui massacre, qui fait n'importe quoi. Les Africains, dans leur culture, on ne verse pas le sang. Et je vais vous expliquer tout à l'heure quand nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet dans le débat. Donc, ce qui fait que quand les Occidentaux arrivent, les Européens arrivent, d'ailleurs avec des prétextes bien définis, la terre leur appartient, le pape leur donne l'autorisation, c'est le pape qui distribue le monde, il leur donne l'autorisation d'aller en Afrique, il leur intime même l'ordre d'aller en Afrique et d'aller arracher les Noirs pour les mettre en esclavage. Donc, il va avoir une véritable ruée. Le commerce principal, à cette époque-là, du 15e au 19e siècle, c'est le commerce principal. C'est nous qui avons inventé la mondialisation. C'est en Afrique que la mondialisation est née. Donc, toutes les nations européennes, l'Angleterre, la Hollande, vont faire le forcing, c'est-à-dire qu'ils vont casser le monopole
qui est offert au Portugal et à l'Espagne pour pénétrer à l'intérieur de l'Afrique. Et chacun, maintenant, les empires vont confier l'activité négrière à des entreprises privées, ce qui fait que les rois africains, quand on vous dit souvent tel roi, le roi Makoko, le roi ceci ou cela, lorsque vous allez regarder ces rois-là, vous trouvez des blancs. Les gens viennent, ils assassinent les rois africains, ils leur prennent leur place. Ça doit vous rappeler ce qui se passe, même avec les coups d'État qu'on voit aujourd'hui. Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas de génération spontanée, quand ces gars arrivent en Afrique, ils envahissent les territoires africains, ils viennent là parce qu'ils l'ont déjà fait en Europe eux-mêmes. Vous avez par exemple les Bulgares au Xe siècle. Les Bulgares n'étaient pas d'accord avec l'église catholique, celle de Rome, et donc on appelait ça un schisme. On les appelait schismatiques. Et donc on donne aussi, le pape donne l'ordre aux Européens de mettre les Bulgares en esclavage. C'est eux qu'on appelle aujourd'hui les Slaves. Donc, slave en anglais, c'est slaves, qui veut dire esclave. Donc, vous voyez donc que tous ceux qui ne rentraient pas dans le moule de l'Église avaient qualité pour être mis en esclavage. Exactement comme les Arabes faisaient la même chose quand ils venaient dans le cas du djihad. Tous ceux qui n'étaient pas musulmans avaient qualité d'être mis en esclavage. Donc, il va y avoir des balais. C'est-à-dire que l'Afrique maintenant, c'est un Allemand Cameron qui disait que l'Afrique commençait à perdre son sang par tous ses ports. L'Afrique va donc devenir, l'Africain va devenir la marchandise et la monnaie. Bien. Les gens vont utiliser un système que j'ai appelé le Venus Urcarium. C'est-à-dire que désormais, en Afrique, on ne cultive plus la terre. Personne ne peut aller cultiver la terre. C'est un système romain. C'est comme cela que les Romains faisaient lorsqu'ils attaquaient leurs ennemis. Ils l'ont fait aussi au Vietnam. Nous avons tous en mémoire la guerre du Vietnam. Ils ont détruit la terre par toutes sortes de produits chimiques, de telle manière qu'ils vous affament et vous devenez leur proie. Donc l'Afrique va devenir un véritable champ d'expérimentation. Personne ne peut plus cultiver la terre. Je vous dis que quand les gens arrivent au Congo, je vais par exemple l'empire du Congo, de Zinga Bemba. Le Congo est un empire, d'ailleurs jusqu'à présent, on ne sait même pas jusqu'où allaient les limites du Congo. Bon, mais on prétend même qu'il y a un empire qu'on appelle l'empire du Ndongo, qu'on n'a pas encore situé tout à fait. Mais comme nous sommes en train de réécrire l'histoire de l'Afrique, peut-être qu'un jour les géographes vont commencer à travailler dessus. L'empire du Ndongo, en principe, devait regrouper le Cameroun, ce qu'on appelle les deux Congos aujourd'hui, l'Angola, le Mozambique et le Gabon. Et vous voyez que à côté de l'empire du Congo, il y avait l'empire de Bénin, qui commençait avec le Nigeria et qui allait jusqu'au Ghana. Alors quand on vous dit qu'il y a des chefs de village qui vendaient des gens en Afrique, vous voyez que le village n'avait pas de réalité propre. Ce qui fait que même les ethnies, comme je le dis, les ethnies que vous voyez aujourd'hui en Afrique, l'Afrique a été tellement chamboulée que les ethnies que vous voyez aujourd'hui, le type d'ethnie que nous voyons, c'est les razzias négrières qui les ont fabriqués de toutes pièces. Donc les chefs de village ont été fabriqués de toutes pièces par le système des razzias négrières. De la même manière que si on vous disait que l'Afrique avait des châteaux, personne ne me croirait ici. Quand les Hollandais arrivent à Bénin, ils disent eux-mêmes dans les documents qu'on est en train de retrouver aujourd'hui, qu'au Bénin, le Bénin était plus beau que Amsterdam, leur propre capitale, et qu'il y avait des routes de 40 mètres de large. Les documents sont là. Lisez l'Europe sous-développa l'Afrique. Vous allez retrouver des documents hollandais. Bien. Il y avait des palais au Ghana.
et des palais à degrés. Ça veut dire que les Africains construisaient comme les pyramides en Égypte. Alors quand on vient après, quelques années après, on trouve des cases. Moi, je prétends donc que, je le dis d'ailleurs, je prétends que les cases, la civilisation des cases en Afrique, c'est les habitats de fortune. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les Africains vont se retrouver sur un territoire qui est tellement déstabilisé que ils commencent à vivre dans la fuite permanente. Ça veut dire qu'on n'est plus en sécurité nulle part. Donc, les cases que vous voyez en Afrique aujourd'hui étaient ce qu'on appelait les abris de fortune. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas construire quelque chose de durable. Il fallait partir. De la même manière que quand vous voyez les gens vivre dans des villages lacustres, mais vous vous posez la question, comment se fait-il que des gens puissent vivre sur la mer alors qu'il y a une terre ferme? Tout simplement parce que vous allez voir que nous sommes marqués par les razzias négrières. Dès que les bateaux arrivaient, ils plongeaient dans l'océan. Vous allez en Afrique, vous avez des villages qui surplombent souvent les océans, où rien ne pousse. Mais les gens vivent là-bas. Alors, si vous ne faites pas attention, cette mémoire nous suit tellement que c'est là que vous vous rendez compte que si vous vous regardez très bien en surplomb, vous voyez que ces parties, ces montagnes, dominent la mer. L'océan, vous voyez l'océan de très loin. Ça veut donc dire que les gars ils suivaient le mouvement des bateaux. Parce que on a calculé qu'il y a des nations qui, en 4 siècles, ont effectué l'aller-retour. Il y a 300 000 allers-retours entre l'Afrique et l'Europe. Parce que nous avons connu quoi? L'économie négrière, c'était que on ne cultivait plus la terre. Donc, les Européens nous ramenaient la nourriture d'Europe. D'ailleurs, ils disent même que quand les fers venaient, les Africains les mangeaient, ils vomissaient. Ils ne pouvaient pas les manger parce qu'ils ne connaissaient pas ce genre de nourriture. Donc, ils prenaient la marchandise humaine, ils la ramenaient en Europe, ils la ramenaient dans les contrées qu'ils avaient colonisées, les îles Caraïbes, les Antilles. Et ce que les Antillais produisaient, ils venaient le vendre à l'Europe. Ils prenaient la nourriture comme aujourd'hui, quand ils viennent nous aider avec la semoule, quand il y a les famines en Afrique. Donc ils reprenaient ce qu'ils ramenaient en Europe, ils venaient le vendre chez nous. Donc c'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc l'Afrique va donc se vider d'elle-même pendant 400 ans. Ça veut dire que nous pouvons calculer que les Européens ont arraché en Afrique pratiquement tous les jours 400 personnes. Et comme je disais tout à l'heure, dans mon livre qui va sortir, ce livre que vous voyez là, l'édition qui va sortir bientôt, il y a une carte d'état-major, une carte militaire. Vous allez voir qu'il y avait des forts militaires qui entouraient toute l'Afrique. Et c'est là aujourd'hui, personne ne sait. Et ces gens-là, à coups de canon, ils tiraient à coups de canon pratiquement tous les jours, toutes les nuits, de telle manière que les Africains, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez ce phénomène en Afrique, dès qu'il y a un conflit, dès que les Africains entendent le coup de fusil, chacun commence à prendre son baluchon, il prend la route. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle les réflexes conditionnés. Donc, nous naissons tous, je le disais tout à l'heure, sans que nous nous en rendions compte, nous naissons tous avec, dans notre tête, nos images. C'est-à-dire que nous naissons avec la traite, ce qu'on appelle les razzias négrières transatlantiques. C'est-à-dire que nous sommes dans ce phénomène. Sans que nous nous en rendions compte, nous sommes nous-mêmes encore les victimes. C'est pour ça que les Africains sont totalement, l'Afrique est totalement déstabilisée. Ça veut dire que, vous voyez, nous ne pouvons jamais rien construire de solide. Vous avez des gens qui prennent les richesses de l'Afrique, qui viennent entasser des milliards et des milliards de dollars qui proviennent des richesses de l'Afrique, soit dans les paradis fiscaux, soit en Suisse. Et lorsqu'ils meurent, toute cette richesse-là, tout cet argent est perdu pour l'Afrique. On ne sait pas combien de milliers de milliards Mobutu a laissé en Suisse.
Quand Bokassa est mort, on a retrouvé son fils qui dormait dans des gîtes de clochards en Allemagne. Voilà comment les Africains n'ont plus aucune personnalité. L'Afrique elle-même, et nous allons aborder certainement ce problème dans le débat, qui avait des empires. Aujourd'hui, vous avez des gens qui n'arrêtent pas de s'entre-déchirer dans le cadre de ce qu'on appelle les ethnies. Ces ethnies qui ont été fabriquées de toutes pièces. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient compris, c'est-à-dire qu'ils prenaient des groupes d'individus à marche forcée d'ailleurs. Ceux qui ne marchaient pas, ils les abattaient sur le champ. Ils les abattaient sur le champ. Et ces groupes leur servaient d'éclaireurs et de rabatteurs qui devaient aller attraper d'autres groupes pour venir les vendre. Et c'est cela donc qui a fait que les gens, la mémoire génétique, c'est une mémoire qu'on conserve. On savait que tel village, tel groupe nous a poursuivis pendant tel... Alors les gens ont fui. Et au fur et à mesure, comme une légende, on la raconte. Et les gens, des siècles après, se souviennent que tel groupe était notre groupe ennemi, ainsi de suite. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, les Occidentaux arrivent à nous opposer les uns aux autres et ça n'en finit pas. J'en aurais fini pour vous laisser la parole parce que je préfère que nous échangions. Quand je vous aurai expliqué que vous allez voir, on vous parle tout le temps de Ouida. Ouida était c'est la grande plateforme de la traite négrière. C'est de là qu'on appelait la porte du départ sans retour. Ouida n'existe pas. Ouida n'existe pas. En tout cas, ce nom-là de Ouida n'existe pas dans l'histoire de l'Afrique. La ville dont on vous parle ici s'appelait Gléoué. Et celui qui va lui donner le nom, c'est un capitaine négrier portugais qui s'appelait Jean Bassé de Ayuda. Donc, les Européens ont tellement modelé l'Afrique que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller demander à tous les grands psychiatres occidentaux, puisque nous leur faisons confiance, chacun de nous, oui, lorsque vous dormez, nous dormons la nuit, nous revivons la période de razzia négrière. Mais il y a un système dans ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs qui crée des bêta bloquants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous vous réveillez, vous ne vous souvenez plus de rien. Parce que si nous devions vivre cette période-là, telle que, ça veut dire que si nous devions nous remémorer nos rêves, on serait des fous ambulants à longueur de journée. Mais, même si nous ne nous souvenons plus de cette période trouble, nous l'avons dans nos comportements. C'est-à-dire que les Africains, regardez comment va le monde. Nous avons aujourd'hui des empires, des États continentaux. C'est-à-dire que nous sortons de plus en plus de l'ère des petites poussières d'États qui font 200 millions d'habitants, 20 millions d'habitants, 30 millions d'habitants. Et les Africains qui ont intérêt aujourd'hui, parce que c'est la seule zone, la seule partie du monde qui soit vraiment sous-développée et totalement désorganisée. Les Africains n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont intérêt à constituer une nation. Et ceci est d'autant plus remarqué et remarquable que, je vous l'ai dit, nous venons des bords du Nil, de la vallée du Nil. Ce n'est même pas les intellectuels qui le disent. Vous allez voir un homme comme Kamisoko de Wadikrina, un malinqué, ce qu'on appelle les griots malinqués, qui était totalement analphabète. C'est qu'elle a fait des révélations il y a quelques années, où il a réuni les savants occidentaux pour leur dire que tous les peuples africains, tous les Africains d'aujourd'hui viennent de l'Égypte pharaonique. Donc,
Et toutes les langues que nous pensons être des langues africaines aujourd'hui ne sont que les égyptiens anciens. Alors, pourquoi nous n'arrivons pas à nous reconstituer aujourd'hui? Tout simplement parce que nous vivons encore la période des razzias négrières, sans que nous nous en rendions compte. Bon. De la même manière que, maintenant, une fois que nous sommes partis, vous allez voir donc maintenant comment les Occidentaux vont réaliser le crime plus que parfait. Il y a des problèmes qui se posent. Vous avez vu Racine, certains d'entre vous ont vu le document, vous avez entendu parler de l'histoire de Kunta Kinte, Racine qu'on a enlevé en quelle année? En 1768. On l'a enlevé, on ne l'a pas vendu. Alors, vous allez voir comment notre mémoire fonctionne. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai un ami qui vit avec une fille à Nantes. Et bon, sa copine me dit, mais il paraît que ton livre va sortir bientôt. J'ai dit oui. Il dit, bon, mais une fois qu'il sortira, il faut nous prévenir parce qu'on aimerait l'acheter parce que moi je veux le lire. Voilà, le chef de village a envoyé Kunta Kinte chercher du bois pour faire la cuisine. Et après, il est allé dire au blanc, il lui a montré, il lui a indiqué là où il a envoyé Kunta Kinte. J'ai dit, c'est ce que tu as vu? Elle me dit oui. J'ai dit, c'est ce que tu as vu dans le documentaire? Il m'a dit oui. Vous voyez, cela veut dire quoi? Nous sommes tellement conditionnés que c'est-à-dire que nous voyons le monde tel que les Occidentaux. Je vous ai parlé tout à l'heure des chasseurs de la préhistoire. Tel que ces gens veulent que nous voyons le monde, nous le voyons tel qu'ils veulent que nous le voyons. Ça, des images qui n'existent pas, cette fille-là trouve que ces images ont existé et elle les a vues dans la réalité. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'une autre manière? Les Africains partent, vous avez vu Kunta Kinte, on l'a enlevé, personne ne l'a vendu. Alors vous avez vu toute la lutte que Kunta Kinte a menée avec sa fille Kizi, qu'il a laissée avec violon et tout le reste. Alors les Africains, il y avait tout le temps des problèmes dans les plantations. C'était des sabotages. D'ailleurs, les razzias n'ont pas été aussi faciles que les gens veulent le faire croire. Alors, qu'est-ce que les maîtres blancs ont trouvé? C'était que, bien, et ils demandaient aux enfants, pourquoi, quand il y avait des révoltes, on leur faisait comprendre que oui, parce qu'ils sont allés attraper des Africains en Afrique, et ils prétendaient qu'ils les vendaient, et ils les avaient achetés. Les gens disaient que non, vous avez les attrapés en Afrique. Alors, ils prenaient un père de famille, celui qui avait dit à ses enfants justement qu'on avait été les attraper. Ils élevaient des oiseaux de proie. Ils le mettaient dans une cage, ils mettaient les oiseaux de proie. Ils appelaient toutes les concessions, tout le monde venait voir. Les oiseaux de proie le mangeaient. Ils prenaient après des fourmis, ils déversaient. On leur disait, celui qui dit encore qu'on a été vous enlever en Afrique, voici ce qui va lui arriver. On prend des enfants, est-ce qu'il a 4 enfants? On les vend à des maîtres différents à travers le pays. Personne ne sait plus ce qu'ils deviennent. Petit à petit, ça s'appelle le phénomène dynamique. Au fil des années, donc, on était obligé pour se maintenir en vie de mentir à sa génération. Non, les Africains nous ont vendus. Voilà comment ce phénomène a commencé à se répandre. Et pendant des années, par transmission, la mémoire a gardé que ce sont les Africains qui ont vendu leurs frères. Bon, vous avez un autre phénomène. Les femmes africaines, quand elles partent, quand elles arrivent en Amérique, à cette époque-là, elles ne pouvaient pas avoir de relations avec des Blancs. Bon, mais les Blancs, en tant que maîtres, devaient avoir un droit de préemption sur elles. Et les femmes africaines ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles, surtout des relations intimes avec les Blancs. Pourquoi? Parce que les Blancs n'étaient pas circoncis. Et la circoncision chez les Européens et chez les Africains était un rituel religieux qui vient depuis la mort d'Osiris en Égypte. Donc, alors, que faisaient les Blancs?
il violait les femmes noires. Alors, dans un premier temps, quand il les violait, les femmes se suicidaient. Or, dans la culture même africaine, le suicide est proscrit parce que, pour les Africains, Dieu a créé l'homme à son image. Le fait de se tuer soi-même veut dire qu'on a tué Dieu. Bon. Mais petit à petit, ces femmes-là se sont rendues compte que les Blancs les ont piégées. Ça veut dire que quand une femme cédait, bon, elle avait plus d'avantages. Sa maison avait plus d'avantages. Et petit à petit, l'enfant qui venait, par exemple, quand l'enfant avait la peau claire, il n'allait plus à la plantation. C'était l'esclave de maison. La situation était plus améliorée. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous avez vu, on appelait ça peau sauvée, peau chapée. Ça veut dire que petit à petit, avec le temps, l'Afrique est devenue la malédiction. Il y avait des noirs qu'on appelait même des noirs solex. Par rapport à ceux qui étaient les gars, les sambos, ceux qui avaient la peau plus claire, ils n'allaient plus travailler dans les plantations et ils se croyaient supérieurs aux noirs qui étaient noirs. Et vous voyez le phénomène qui est en train de se répandre aujourd'hui en Afrique, où depuis qu'on nous a donné de fausses indépendances, où le pays n'avance pas, nous voyons comment aujourd'hui, non seulement les femmes se décapent la peau, mais même les hommes commencent à s'y mettre. C'est-à-dire qu'il faut le plus possible ressembler à des blancs. On a même un phénomène au Cameroun où les femmes décident maintenant que chaque fille doit avoir son blanc. Vous avez des filles de 15 ans qui épousent des blancs de 80 ans. Parce que le pays ne leur convient pas. Voilà donc comment on a totalement désorganisé. Non seulement on a désorganisé les Noirs aux États-Unis, on les a dressés contre leurs propres frères qui étaient victimes comme eux, qui étaient en Afrique, pour faire en sorte que jamais, et à grand jamais, nous ne nous retrouvions entre nous, et que eux, ils gagnent toujours. Et vous voyez comment, de la même manière, on vient de nous mettre dans une sorte de fausse indépendance depuis les années 50, où plus ça va, moins ça va. L'Afrique ne réalise aucun résultat. Et les Africains, plutôt que de se battre contre leurs oppresseurs, se sont retournés contre eux-mêmes. À tout moment, l'Afrique est à feu et à sang. Il y a des guerres dites tribales, il y a des guerres régionales. Depuis que les États sont en place, on n'arrête pas de se faire la guerre, de telle manière que nous n'avons pas le temps de nous développer. Voilà donc les conséquences de ce que j'appelle le pétrole. Pourquoi? Parce que, j'en aurais fini, on vous dit que la traite des Noirs, comme ils l'appellent, a été abolie. Les razzias n'ont jamais été abolis, à vrai dire. C'est un piège dans lequel nous sommes tombés. Et lorsque vous voyez comment l'Afrique fonctionne, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'État en Afrique, c'est des plantations. Ce qu'on appelle aujourd'hui les présidents africains, c'est les Occidentaux qui les mettent en place. Et moi, je les appelle des régisseurs. Exactement comme pendant les plantations, dans les plantations aux États-Unis, il y a des régisseurs qui s'occupaient d'une plantation. Des régisseurs noirs. Bon, les Blancs sont là, ils dansent, et ils disent que c'est nous qui sommes des fainéants. Bon. Donc, la situation, en fait, n'a pas changé. Sauf quand on veut se tromper soi-même. La situation n'a changé en rien. On nous dit aujourd'hui, vous avez des États avec des drapeaux qui flottent. Mais dans la réalité, l'Afrique n'a même pas de monnaie. Comment est-ce que les symboles régaliens, un État, le symbole d'un État, c'est de battre monnaie. Aucun État africain ne bat monnaie. Il faut avoir sa propre monnaie. Ce n'est pas un tissu que le drapeau qui veut dire qu'on est libre. Donc, nous sommes encore sous le système négrier. Ne vous faites aucune illusion. Nous ne décidons de rien dans le monde. Vous avez vu comment, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a gagné l'élection présidentielle. Sarkozy a décidé que c'est Ouattara qui serait en place. On a chassé Laurent Gbagbo.
Et ils ont créé des institutions internationales. La CPI, c'est quoi? La Cour pénale internationale, c'est pour dire aux nègres, il n'y a que les Noirs qui passent à la Cour pénale internationale. Jamais Bush. Bush a massacré des gens en Irak. Sarkozy a bombardé des hôpitaux à Abidjan. Voilà. Ils sont allés tuer des Kadhafi en Libye. Maintenant, la Libye est devenue un dépotoir. Ça tue le jour comme la nuit. Non, il est libre. Donc, même les institutions internationales qui sont en place aujourd'hui, on les a mis en place pour contrôler le monde. Donc, nous sommes encore des peuples d'esclaves. Pendant qu'on disait que Laurent Gbagbo, on le chasse parce qu'il a fraudé aux élections, Paul Biya, quelques mois après, il a fraudé aux élections. Et qu'est-ce que la France envoie comme message? Elle dit non, mais c'est notre partenaire économique principal. Voilà. Donc, c'est à cette réflexion que je suis venu. C'est cette réflexion que je suis venu avoir avec vous, afin que nous puissions un peu voir, faire l'état des lieux aujourd'hui. Comment se fait-il que, et je vous l'ai dit, il n'y avait pas de village en Afrique, de ce qu'on appelle les chefs de village. Il y avait des empires en Afrique. Je vous dis qu'économiquement, l'Afrique était en avance sur l'Europe. Nous allions jusqu'en Chine. Et je vous rappelle d'ailleurs que la plupart des Noirs que vous voyez aujourd'hui dans les Caraïbes ne sont pas allés là-bas comme esclaves. Les Noirs avaient déjà des relations avec l'Amérique depuis des temps immémoriaux. On sait que, par exemple, Ivan Van Sertima a démontré comment les Indiens et les Noirs se sont retrouvés un jour à l'île de Pâques, Boubacarī II. Une expédition était partie d'Afrique, toute une flottille pour aller vers les Amériques. Et quand on voit dans quel état nous sommes aujourd'hui, on se demande même quel est l'avenir de l'Afrique. Bon, on voit la Chine qui arrive, dont la facilité c'est de dire oui, voilà, les Chinois sont nos amis, mais je ne suis pas très sûr que en ce bas monde, les États aient des amis sur qui ils puissent compter de cette manière-là. Je crois que quand les gens avancent ce genre d'argument, c'est parce que ils sont en état de sidération. Ce qu'on appelle l'état de sidération, c'est quand les gens ne sont pas capables de résoudre leurs problèmes en psychologie. Les Noirs ne sont plus capables de résoudre leurs problèmes. Et ceci est extrêmement préjudiciable. Donc c'est à ces échanges que je vous invite et je remercie de m'avoir écouté sans que je l'ai sans doute mérité. Merci.